Je m'appelle Jean-Michel Servant, j'ai 60 ans depuis quelques jours. Je suis journaliste professionnel au journal Midi Libre. Je suis rédacteur en chef adjoint de la rédaction depuis 2012, donc ça fait 13 ans que je suis rédacteur en chef adjoint de la rédaction de Midi Libre à Montpellier. Je n'étais pas destiné à la base à être journaliste, pas du tout. C'est vraiment un hasard de la vie qui a fait qu'un jour j'ai basculé dans le journalisme. J'étais plutôt destiné à être enseignant, professeur, puisque j'ai eu un bac littéraire. Et ensuite j'ai suivi un cursus dans l'histoire-géographie et j'ai voulu passer le concours du CAPES pour être prof. Et il s'avère que pendant le concours, j'ai perdu mon père qui était enseignant et donc je n'ai pas pu aller au bout. Et le hasard le plus total, c'est que j'avais un ami qui travaillait au service publicité de Midi Libre à l'époque et qui, voyant que j'avais quand même besoin de vivre, m'a dit écoute, si tu veux, je te laisse ma place, je te présente à la publicité de Midi Libre et tu vas travailler au Midi Libre quelque temps, ce qu'il a fait. Donc j'ai rencontré le chef de la pub et je travaillais la nuit à l'atelier du journal. Et pour moi, ça a été totalement une découverte. Ça a complètement basculé, changé ma vie. Je travaille à l'atelier, c'est-à-dire là où on fabrique le journal, où on monte les pages avec des ouvriers du livre. Et au bout de la 3e année, il y a eu une informatisation du journal, c'est-à-dire qu'au lieu de monter les pages à la main, comme ça se faisait autrefois, ça s'est fait sur ordinateur. Donc effectivement, il y a eu une réduction des effectifs. Donc j'ai démissionné du Midi Libre et je suis parti à l'époque faire une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, l'École supérieure du journalisme de Paris. Je suis parti à Paris et pendant 2 ans, j'ai fait cette école de journalisme. Je suis sorti en 1994. J'ai été localier, journaliste de terrain. J'étais adjoint au chef d'agence et j'ai vécu pendant 2 ans de très belle expérience professionnelle parce que c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. J'ai fait des faits divers, j'ai couvert des procès d'assises, j'ai couvert le conseil départemental de Haute-Loire avec, à l'époque, Jacques Barrot, qui était ministre des Affaires sociales, qui était quand même ministre de la Santé d'Alain Juppé à l'époque. Donc j'avais un ministre en face de moi régulièrement. Et après, pour des raisons privées, puisque ma femme de l'époque, comme on est de la région de Montpellier, elle avait une opportunité de travail à Montpellier, donc je l'ai suivie, j'ai démissionné à la montagne. Je suis venu m'installer à Montpellier avec elle. Et j'ai à ce moment-là postulé pour revenir à Midi Libre. Et Midi Libre m'a repris en tant que journaliste. En 2004, je suis devenu l'adjoint de la locale de Montpellier, de la locale de Midi Libre à Montpellier. Et en 2008, on m'a proposé de devenir rédacteur en chef d'un journal gratuit qui à l'époque s'appelait Montpellier Plus et qui ensuite est devenu Direct. Et j'ai fait ça de 2008 à 2012, donc j'ai été rédacteur en chef d'un gratuit qu'on distribuait à l'époque sur le tramway. Et en 2012, on m'a proposé d'être rédacteur en chef adjoint, ce que je suis toujours, du journal Midi Libre. Donc ça veut dire gérer toute la rédaction de Midi Libre sur tous les départements, toutes les locales. À l'époque, il y avait à peu près 130 à 140 journalistes. Donc j'avais la charge de 140 journalistes. Ce qui est quand même très important. On est journaliste 24 heures sur 24. On ne peut pas dire qu'on a des horaires fixes, notamment quand tu couvres par exemple les faits divers. Si tu as un contact avec les pompiers, avec les gendarmes, avec la police, il se passe un gros fait divers à 4 heures du matin, on t'appelle, tu te dois d'aller sur les lieux et de faire un reportage sur les lieux. Donc en théorie, une journée d'un journaliste lambda commence vers 8h, 9h. Première chose que tu fais en général, c'est que tu lis le journal. Tu lis l'actualité, tu lis ton journal, tu lis aussi l'actualité autre, locale, régionale, nationale. Donc tu te dois quand même d'être au courant de ce qui se passe et surtout de ce qui se passe dans ta ville. La concurrence t'apprend beaucoup à travailler, tu vois le travail de confrères, tu vois comment ils traitent une information que tu peux avoir traitée et eux le traitent d'une autre façon. Donc
le regard d'autres confrères est très très important. Donc une fois que tu as lu le journal, tu as en général le matin une conférence de rédaction et chacun son tour, tu vas présenter les sujets qui te paraissent importants, les sujets du jour. Alors soit ce sont des sujets qui sont liés à un agenda, à des rendez-vous. Si il n'y a pas d'agenda particulier, tu proposes ce qu'on appelle un sujet d'initiative. Si tu dis par exemple, en ce moment le contexte, il y a l'inflation, j'aimerais faire un sujet sur les marchés, je vais aller sur les marchés, je vais aller voir le prix des fruits et légumes actuellement, je vais interviewer les vendeurs et puis les consommateurs, les gens qui viennent acheter leurs fruits et légumes, je vais voir un peu comment ils ressentent l'inflation, est-ce que ça augmente, quels sont les fruits et légumes qui augmentent le plus, etc. Voilà, tu proposes un sujet. Et en fonction de la pertinence et de l'intérêt du sujet, le chef va te dire, ok, banco, vas-y, tu peux prendre ta journée, tu prends ta matinée, et tu détermines avec lui, en gros, l'importance que tu vas donner au sujet, le volume que tu vas donner au sujet. Et une fois que tu as fait le reportage, évidemment, tu te mets derrière ton ordinateur et tu écris ton reportage. La principale qualité d'un journaliste, c'est la curiosité. Il faut être curieux de tout pour être un bon journaliste. Si tu n'es pas curieux, tu n'es pas journaliste. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps s'interroger sur qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi elle le fait. Il faut aller vraiment au fond des choses. Et la curiosité doit être le fil conducteur du métier. Tu es quand même dans un métier de communication. Donc il te faut à minima les bases du français, de l'écriture, de la parole, de la façon de te comporter par rapport aux gens, et puis basiquement d'écrire en français correctement. La troisième qualité, c'est aller vers les gens, ne pas avoir peur d'interpeller qui que ce soit des personnes lambda dans la rue, que ce soit des élus, que ce soit même des gens de très haut niveau. Il faut considérer que tu es un journaliste, que tu veux avoir une information, donc tu dois aller vers les gens, et même de temps en temps les bousculer, les interpeller. Si on est d'une nature un peu timide, un peu introverti, il faut quand même se forcer un peu. Mais ça, le métier apprend à se désinhiber, entre guillemets. Les jeunes générations qui rentrent dans la presse, on est beaucoup plus attentif à leur technicité, à leur façon dont ils travaillent avec les réseaux sociaux, sur la vidéo, sur les montages, sur les prises de son. La technique est devenue primordiale. Les dernières années où j'avais des stagiaires, où j'avais des jeunes journalistes qui venaient me voir ou qui venaient en stage, j'étais très attentif à ce qu'ils produisaient sur la technique, beaucoup moins sur l'écriture, malheureusement. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est incontournable. C'est-à-dire qu'on te demande presque à la limite de maîtriser Internet, les réseaux sociaux, la vidéo, le son, beaucoup mieux que la façon dont tu vas écrire. On te demande d'avoir une info, de la trouver le plus vite possible, de la mettre sur Internet. Évidemment, il faut quand même savoir écrire et maîtriser le français, mais c'est peut-être moins important. Pendant longtemps, je mettais le pied par terre le matin en me levant sans savoir ce que j'allais faire dans la journée. Et ça, c'est magique. Des rencontres inopinées, des rencontres magiques, des gens que je pensais basiquement, en surface, tu te dis, lui il est agriculteur, je vais lui poser des questions. Et puis derrière, tu t'aperçois avoir des personnalités quand même avec des parcours de vie exceptionnels. Le sel du travail, de ce boulot de journaliste, c'est justement de faire des rencontres d'abord et parfois d'avoir des choses devant soi où on se dit waouh, voilà, ça excite la curiosité, c'est un peu magique. Moi je trouve ce métier quand même magique, voilà, dans les rencontres. Tu as les embûches du quotidien, ce que j'appellerais. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu fais un papier, tu ne fais pas plaisir à tout le monde. Il arrivait régulièrement que tu aies les gens qui t'appellent, ils ne sont pas contents du papier que tu as fait, ou qui viennent et qui physiquement essaient de t'intimider. Ça se gère avec le temps. Au début, tu te dis, oh là là, mon papier, qu'est-ce que j'ai écrit, pourquoi j'aurais pas dû, et puis si, j'aurais dû, et puis bon. Si vraiment tu as fait une erreur, soit tu l'écris dans le journal, ou alors tu refais un papier. Il ne faut pas avoir peur dans la presse de se dire, on s'est peut-être trompé. Ce que j'ai toujours dit à des jeunes collègues ou des confrères, tu as écrit une connerie, tu rectifies.
Après, tu as des choses beaucoup plus insidieuses, qui sont plus compliquées à gérer, c'est l'aspect politique des choses. Parce que là, tu n'es pas maître, tu n'es pas totalement maître de ce que tu dis, de ce que tu écris, et c'est beaucoup plus vicieux. C'est beaucoup plus compliqué à gérer, parce que tu as des responsables au-dessus qui te disent on ne va pas passer le papier, ou on va le passer, mais on va éviter de parler de tel ou tel sujet. Donc tu peux avoir une pression hiérarchique qui est là et quand même assez compliquée à gérer. Tu peux avoir une pression politique extérieure où on te fait comprendre clairement que y avait des pubs qui arrivaient, que si on parle de tel ou tel sujet, non, ça ne va pas le faire. Tu as quand même un conflit à gérer et là, il faut quand même que tu aies l'appui de ta hiérarchie pour écrire certaines choses. Quand tu es dans une relation politique, il faut que tu aies l'aval de ta hiérarchie. C'est la hiérarchie qui doit te couvrir, c'est la hiérarchie qui doit dire aux politiques si on va parler de ça. Ce que j'en pense, je suis partagé. Je ne peux pas dire que tout est bénéfique. À l'époque, il y a 30 ans en arrière, le journalisme avait l'avantage de la lenteur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vérifiait l'information. On avait le temps de se poser, de réfléchir. De réfléchir la façon dont on allait construire l'article, la façon dont on allait le présenter dans le journal. L'évolution technique, technologique, notamment des nouveaux médias d'Internet, fait qu'aujourd'hui c'est une course-poursuite. C'est une course à l'information, c'est une course à l'échalote. On a de moins en moins le droit de se planter, parce que les répercussions, là pour le coup, peuvent être très importantes. Et souvent, parce qu'on veut être le premier, on veut sortir le scoop, on appuie trop vite sur la gâchette. Et donc derrière, c'est vrai que c'est compliqué, une fois que le papier il est parti sur Internet, il est parti sur la toile, comme on dit, pour le rattraper, c'est difficile. Donc ça déjà, c'est difficile à gérer. L'autre chose, c'est les fake news, qui est lié aux nouveaux médias. Pour moi, c'est le danger absolu. C'est le danger absolu de la presse dans les prochaines années. Le combat contre les fake news. Surtout quand on voit l'évolution technique de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est le sujet primordial pour les 10-15 prochaines années. Quand je dis 10-15 prochaines années, je devrais peut-être dire dans les 5 prochaines années. Ça va très très vite. Et quand tu vois qu'en vidéo, tu as une personnalité qui est complètement créée artificiellement, qui peut être Emmanuel Macron, qui peut être Jean-Luc Mélenchon, et tu lui fais dire ce que tu veux, comment arrêter ça? Comment gérer ça? Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de réponse. La technique, elle va être tellement puissante, ça va aller tellement vite, il va falloir mettre des garde-fous, il va falloir faire beaucoup de pédagogie, il faut vraiment qu'il y ait une éducation à la presse qui soit très très forte, je pense que tout repose sur l'éducation des jeunes, comment aujourd'hui ils vont gérer ça, là pour le coup, je m'interroge souvent sur l'IA, ça va bousculer les métiers, tous les métiers, pas que la presse, et je suis un peu triste, colère aussi, que les gouvernements, que les institutions ne prennent pas ce problème à bras-le-corps maintenant. Et je me dis qu'un jeune aujourd'hui qui a 15, 16, 18 ans, 20 ans, pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui se passe, pour avoir la culture, l'histoire, etc., c'est de plus en plus compliqué. Il a accès à des médias, mais il y a tellement de choses, et quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux? Et ça va être de plus en plus compliqué.